quelqu'un qui a écrit La fin du courage. Merci beaucoup, Gilles, de ton invitation. Et les irremplaçables, d'ailleurs, en politique, c'est aussi un sujet. Oui, mais c'est un vrai sujet. Enfin, moi, j'ai eu qu'un mandat. Hein. J'ai pris mon premier mandat, j'avais 53 ans, donc je ne me sens pas totalement dans la logique traditionnelle de la politique, même s'il y a beaucoup de bonnes choses dans les engagements politiques, évidemment. Mais pas celui de conserver des mandats et le pouvoir année après année. Donc le renouvellement est évidemment une bonne chose. Juste un mot, Gilles, d'abord pour te remercier de m'avoir invité, parce que là aussi, la fidélité des idées, la fidélité en politique et au sens large, c'est quelque chose d'important. Et tu parlais tout à l'heure du Luberon. Et moi, je n'oublie pas que lorsqu'on a fait en 2008 et 2009 Europe Écologie, qui a été la première tentative d'ouverture un peu en France de la politique traditionnelle, si tant est que les Verts soient considérés comme des politiques traditionnelles, mais en tout cas, ils avaient un parti avec la société civile, puisque la moitié des élus, sur les 14 élus que nous avions eus à l'époque, la moitié des élus étaient issus de la société civile, de la Fondation Nicolas Hulot, de Greenpeace, etc., etc. Et ça a été une avancée considérable. Et à l'époque, donc en 2009, on avait fait 16%, ce qui était pas mal. On avait talonné le PS vraiment de très très peu, grâce évidemment au talent de Dany, mais pas que. Il y avait José Bové, il y avait Eva Joly, il y avait Yannick Jadot, enfin bref. Et à l'époque, on a été mais totalement exclus des débats politiques. C'est-à-dire que personne ne voulait reconnaître le phénomène Europe Écologie comme étant un phénomène nouveau dans la démarche politique. Et cette démarche d'ouverture à la société est d'essayer de dire on ne peut pas laisser uniquement aux partis politiques la capacité de représenter les citoyennes et les citoyens dans les institutions. Eh bien, nous avons été totalement, j'allais dire, blacklistés. Personne n'a voulu nous donner la parole. Et donc, c'est gré et je n'ai pas oublié que les premiers à m'avoir invité, c'était aux universités d'été dans le Luberon, pour parler justement de cette nouvelle vision de la politique. Voilà, donc c'était il y a 10 ans, mais depuis, ça a évolué. Pas vraiment la classe politique en elle-même, hein, pas vraiment les partis. On a échoué sur cette partie-là. Enfin, c'est pas l'objet du débat, mais puisqu'on parlait tout à l'heure du pilier démocratique, du pilier politique, c'est-à-dire le fait d'arriver à renouveler les pratiques politiques dans ce pays, nous avons, on va dire qu'on a donné peut-être un premier coup de bélier, mais ça s'est arrêté. Après, la machine politique a repris la main. D'abord, elle contrôle les finances, il y a les financements publics, etc. Et donc, cette première étape a échoué. J'ai tenté avec d'autres, dont certains sont présents ici, avec Nicolas Hulot, de relancer cette dynamique. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à ce stade à le faire. Certainement d'autres y arriveront. Et quand je dis certainement, c'est au sens certain du terme, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Et on voit très bien que ça n'est pas simplement, et là on rejoint l'Europe, ça n'est pas simplement un phénomène français, le rejet de la classe politique traditionnelle, c'est un phénomène européen que l'on retrouve à peu près partout. Et il y a une demande de renouvellement absolument considérable des pratiques politiques. Voilà. Donc, et ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire que tu citais Yannick Jadot et d'autres, on sentit qu'il y a eu une ouverture qui a permis à des gens différents d'accéder au pouvoir. Peut-être aussi parce que certains ne se rendaient pas compte qu'il y avait une chance d'être élu. Non, ça crée des opportunités. Il y a aussi des mouvements, on en reparlera tout à l'heure avec Jean-Paul Delevoye, qui sont en train de se créer. Est-ce que tu as le sentiment que dans d'autres pays, ça existe et que réellement, c'est en train d'exister ou tout ça reste des phénomènes événementiels? Alors, c'est une excellente question. C'est-à-dire que c'est difficile de faire une analogie par rapport, c'est comme le répète souvent Danny Cohn-Bendit, l'Europe c'est pas la France en plus grand, l'Europe c'est pas l'Allemagne en plus grand, c'est quelque chose qui vient au croisement d'énormément de cultures et de pratiques politiques différentes. La première chose que l'on peut constater, qui est une particularité française, c'est l'âge de sa classe politique, de la classe politique traditionnelle au Parlement, au Sénat ou dans les ministères. C'est un peu en train de bouger, mais bon, globalement, on avait quand même un âge moyen très très élevé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la France a une classe politique qui à travers sa formation, notamment par l'ENA, qui avait beaucoup de bons côtés au départ, a créé une sorte de nomenclatura politique et que l'on ne retrouve pas dans d'autres pays. On a par ailleurs des passerelles. Alors, au niveau européen, on a une différence fondamentale. C'est que pendant des années, l'Europe en France, c'était recycler des ministres
qui avaient été battus, des députés qui avaient perdu leur siège ou on récompensait pour service rendu. Donc pendant des décennies, la France n'a pas brillé par la qualité des députés. Bien sûr, il y a eu des députés très brillants. Il y en a qui ont fait le boulot. Michel Rocard a fait un travail remarquable à l'Europe, Simone Veil, etc. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a qui ont fait le boulot. Mais globalement, on a eu une tentation de recycler. Alors ça, ce n'était pas le cas des Verts, ça n'a jamais été le cas des centristes non plus. Pour nous, c'est un honneur d'être au Parlement européen et c'est presque plus recherché que d'être au Parlement national. Mais donc, il y a eu une difficulté pour la France en Europe, c'est d'envoyer une classe politique qui soit mobilisée et motivée autour du projet européen et qui ne voit pas ça comme quasiment une sanction ou une retraite anticipée. L'Allemagne, par exemple, envoie des députés qui sont sur un seul mandat, qui ne font que ça, si souvent, en tout cas beaucoup plus que nous, et qui ont vraiment une capacité à travailler sur le projet européen, puisque au Parlement européen, autre caractéristique qui renforce, je veux dire, la qualité du travail qui est fait, il n'y a pas de majorité politique, donc on est obligé de construire des majorités d'idées. Et ça change énormément. C'est-à-dire que quand vous avez un projet, en France, on voit très bien qu'on passe, en gros, quand le projet n'est pas consensuel, on passe au canon. Alors que ça soit le 49.3 ou autre, c'est pas très grave. C'est simplement la démarche. La démarche est qu'on passe, quand on est dans l'opposition, on vote contre, quand on est dans la majorité, on vote pour, et quand ça n'est pas le cas, ça crée des conflits. C'est-à-dire que quand au sein de la majorité, une partie de la majorité commence à contester un certain nombre de choses, elle est vue comme en traîtrise. Et normalement, ça n'existe pas. En tout cas, au Parlement européen, ça ne fonctionne pas comme ça. On essaye de trouver des majorités, de les construire. Alors bien sûr que comme tous les compromis, tous les consensus, mais c'est comme les négociations syndicales. C'est-à-dire que quand on arrive autour de la table, il y a des avis séparés. Ça n'empêche qu'on essaye d'un côté comme de l'autre, à un moment, de trouver un intérêt général commun. C'est ça aussi la réforme politique à faire, à imaginer, et là on devrait s'inspirer de l'Europe. On peut imaginer une nouvelle manière d'écouter l'autre, de respecter l'autre. Ça a été le Grenelle de l'environnement tout à l'heure, tu as parlé de Nicolas Hulot, mais pas simplement, puisqu'il y avait l'Alliance pour la planète. Et il y a eu une démarche politique, une volonté que nous avions défendue, même si moi je n'ai jamais été sarkozyste. J'ai toujours rendu hommage au président Sarkozy, pour des raisons d'opportunité ou pour des raisons de conviction, j'en sais rien. Je ne suis pas là pour sonder les gens. Je dis simplement qu'il l'a fait. J'aurais préféré que Jospin le fasse, mais Jospin ne l'a pas fait. Donc il a fait ce Grenelle de l'environnement et il a modifié la manière dont on s'est respecté, on s'est parlé. Les ONG ont commencé à pouvoir discuter d'égal à égal avec le MEDEF. Ça a été une avancée considérable parce que les gens se sont entendus, écoutés, même si parfois il n'y a pas le respect qu'on a en droit d'attendre, il y a eu des avancées très fortes. Alors, il faut juste que tu mettes le micro un tout petit peu. Je veux bien, mais après, je parle trop fort. Tu as une tendance méridionale en plus à bouger. Oui, mais ça, c'est voilà. Pas à se refaire. Alors, donc pour conclure cette introduction, tu as parlé d'intérêt, donc en gros des coalitions par intérêt, etc. Est-ce que l'Europe peut être porteuse d'intérêt ou de valeurs et même, d'une façon globale, est-ce qu'on gère la transition, ou peut-être qu'on guide, on rassure face à Smallhost, plutôt sur des intérêts partagés donc, à court terme ou des valeurs. Alors ça aussi, c'est une question. Tu sais, les valeurs européennes, on les dresse souvent devant quand on ne trouve pas de communauté de destin. Parce que la difficulté de l'Europe, admettons les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques, les valeurs, etc., etc. On s'aperçoit par exemple la France, qui était une grande démocratie, quand il y a eu la guerre d'Algérie, elles étaient où ces valeurs ? Sur le respect de l'être humain, en Indochine, elles étaient où les valeurs de la France ? Les valeurs, quand elles sont foulées aux pieds, par exemple, sur ce qui s'est passé sur le respect dû aux réfugiés, sur le fait que nous sommes normalement défenseurs d'un État de droit, que l'Europe a signé la Convention de Genève qui nous donne obligation juridique, légale, de recevoir les réfugiés et de les traiter en tant que tels, nous avons renoncé à nos valeurs au motif que, etc., 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 par démagogie, par beaucoup de soucis. À l'époque, d'ailleurs, il n'y a que Angela Merkel qui a porté justement le respect des valeurs européennes, et elle l'a fait avec dignité, même si elle le paye politiquement très cher. Et il n'y a que les Grünen, d'ailleurs en Allemagne quasiment, qui ont soutenu la politique d'Angela Merkel. Mais
moi, ce que je ressens, ce que tout le monde ressent en fait avec l'Europe, c'est que l'Europe ne pourra pas s'en sortir uniquement sur une question morale ou éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un projet durable uniquement sur la question morale. On l'a vu, d'ailleurs, on a vu les échecs en Italie. Tous ceux qui voulaient critiquer Berlusconi sur les postures morales ou autres, finalement, politiquement, étaient battus. Donc la question européenne, et c'est la même question pour toutes les transitions, c'est la même question pour arriver à mobiliser les énergies, c'est d'arriver à démontrer qu'on a un destin commun et une communauté d'intérêts, une communauté de destin. Si on n'est pas en mesure de redonner du sens au projet européen, c'est-à-dire d'essayer de trouver à l'intérieur de ce projet européen les forces motrices pour pouvoir redynamiser cet espace démocratique, parce que c'est un espace démocratique en construction, mais c'est un espace démocratique. Si on ne trouve pas ces forces-là, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Donc il faut que, exactement de la même manière, et tu sais qu'on partage ce sujet-là, moi j'ai toujours fait partie des gens qui considéraient que l'écologie, lorsqu'elle était uniquement donneuse de leçons, lorsqu'elle était uniquement dans la dénonciation, n'était pas en capacité de mobiliser les gens. L'écologie ou les transitions, que ce soit sur la question industrielle, sur les questions agricoles, etc., ne peuvent porter que sur des mobilisations positives. C'est-à-dire sur le fait qu'on a une meilleure alimentation, une meilleure santé, un meilleur air qu'on respire, une meilleure capacité à intégrer la jeunesse dans les métiers d'avenir, à trouver de nouvelles filières, à redynamiser notre économie, notre industrie et à redonner une certaine dignité au travail. Donc si on n'est pas dans cette démarche-là, je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir critiquer, dénoncer, bien sûr, parce qu'il faut analyser le monde tel qu'il est. On a besoin de cette intelligence et de cette... Mais on a aussi besoin d'ouvrir sur des horizons partagés positifs. Jaurès, à l'époque où il a, et je termine là-dessus, mais simplement c'est la même logique, quand Jaurès essayait de porter ses idées, il était à un moment où l'être humain n'avait quasiment jamais été autant exploité, si je laisse de côté le servage. Il y avait les mines, il y avait les enfants qui travaillaient, il y avait des conditions horribles. Et Jaurès ne s'est pas uniquement contenté de dénoncer les conditions de travail. Il a dit on peut mobiliser, on peut rendre la dignité à la classe ouvrière si effectivement elle travaille dans des conditions dignes, humaines, etc. Et il a mobilisé là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a eu les lois sociales que l'Europe ensuite a partagées. Ça n'est pas uniquement dans la dénonciation, c'est donc trouver un projet positif, le porter. Et pour que ce projet fonctionne, il faut qu'il soit porté par plusieurs voies. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir d'un seul endroit. Il faut que les synergies se mettent en place. Il faut arrêter, par exemple, d'opposer l'économie à l'écologie, d'opposer la productivité et la compétitivité au respect des règles environnementales, etc. Il faut arriver à démontrer que tout ça est lié et que finalement, enfin, quand tout à l'heure j'entendais parler des 5 piliers, le pilier social, le pilier écologique, le pilier, etc., tout ça, c'est le même. C'est le même espace. C'est l'espace que normalement l'écologie doit porter. C'est celui du développement durable au sens noble, c'est-à-dire ce point d'intersection, ce point de rencontre entre l'environnement, le social et l'économique. Merci.